Imaginez un peu la scène. On est dans un cybercafé, quelque part à Kaboul, ça grouille de monde. Un soldat insère une simple clé USB dans un ordinateur. Un geste banal, un geste de rien du tout. Sauf que voilà, sans le savoir, il vient de lâcher un monstre numérique. Et ce simple clic est sur le point de provoquer, la plus grande brèche de sécurité de toute l'histoire militaire américaine. Et cette phrase, c'est celle de Mike McConnell, qui était le grand patron de la NSA à l'époque. Franchement, elle résume tout. La guerre était en train de changer de visage. Le champ de bataille n'était plus seulement fait de sable et de poussière, il devenait numérique. Et les armes, elles, devenaient invisibles. C'est le décor parfait pour la crise qui se prépare. Allez, on avance un peu dans le temps. On est le 24 octobre 2008 à Fort Meade, le QG ultra sécurisé de la NSA. La journée s'annonce normale, routinière même, jusqu'à ce qu'un analyste, les yeux rivés sur son écran, remarque un truc bizarre dans les logs de connexion. Une toute petite anomalie, quelque chose qui cloche. Et là, d'un coup, c'est le choc. La prise de conscience est brutale. Non, ce n'est pas un simple bug. Quelque chose ou quelqu'un a réussi à s'infiltrer au plus profond des réseaux militaires les plus protégés au monde. La panique s'installe, et c'est le début d'une course contre la montre absolument frénétique. Une opération qui va recevoir un nom de code, Buckshot Yankee. Ok, pour vraiment comprendre d'où vient ce monstre, il faut qu'on rembobine de quelques mois. On part en Finlande, où un chercheur, un certain Mikko, reçoit un échantillon de malware. Bon, à l'époque, les virus qui se baladent sur des clés USB, c'est monnaie courante. Il se dit que c'est juste un verre de plus, rien de spécial. Il le nomme agent.btz, presque au hasard. Il était loin de se douter de ce qu'il avait entre les mains. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est quand on regarde comment il fonctionnait. Ce n'était vraiment pas un verre ordinaire. Tout commençait avec cette fameuse fonction auto-run des clés USB. Vous savez, ce truc qui lance un programme tout seul. Une fois dedans, il se décryptait, il scannait le système pour trouver des points d'accès, et ensuite, hop, il injectait son code dans un programme que tout le monde utilisait, comme Internet Explorer. C'est par là qu'il appelait la maison. Et le coup de génie, si on peut dire, c'est qu'il se dupliquait sur chaque nouvelle clé USB connectée, prêt à recommencer le cycle à l'infini. Pour bien saisir comment il arrivait à faire ça, il faut s'arrêter une seconde sur ce qu'on appelle les API. En gros, voyez ça comme un langage commun, un traducteur universel qui permet à différents logiciels de se parler. Agent BTZ apprenait ce langage pour manipuler les autres programmes de l'intérieur, en toute discrétion, leur faisant exécuter ses ordres sans que personne ne s'en aperçoive. Cette analogie, elle est juste parfaite. Le malware n'y allait pas à l'aveugle, non. Il commençait par faire un repérage complet du système, en silence, dans le noir. Il cartographiait tout, identifiait les fichiers importants, les données de valeur. Bref, il préparait son coup méticuleusement, comme un cambrioleur qui prend des notes. Et puis, il attendait les ordres. Allez, retour à la NSA, en pleine gestion de crise. L'équipe de l'opération Buckshot Yankee est face à un défi gigantesque. Le verre se répand à une vitesse folle sur tous les réseaux, qu'ils soient secrets ou non. Et le pire du pire dans tout ça, impossible de remonter à la source, de trouver le patient zéro. Et voilà ce qui rendait cette épidémie si particulière. Agent VHTZ n'utilisait pas Internet pour se propager massivement, pas du tout. Il se servait de nous, des humains. Il voyageait sur des clés USB, passant d'un ordinateur à l'autre, au rythme de nos déplacements. En fait, il se comportait exactement comme un virus biologique, comme la grippe. Et le point crucial, le voilà. La propre chaîne logistique de l'armée américaine est devenue, malgré elle, son pire cauchemar. Des ordinateurs infectés qui revenaient des zones de guerre dans des containers, des réservistes qui rentraient à la maison et branchaient leur matériel, le système qui était conçu pour transporter des tanks et des munitions est devenu un super propagateur pour un virus informatique. Face à un tel désastre, il fallait une mesure radicale, un vrai coup de poing sur la table. Et la décision tombe, interdiction totale, pure et simple, des clés USB et de tous les périphériques amovibles. C'était une mesure nécessaire, bien sûr, mais aussi extrêmement controversée. Ça a paralysé des tas d'opérations quotidiennes qui reposaient sur ces petits outils si pratiques. 14 mois. C'est le temps qu'il aura fallu pour éradiquer Agent BTZ. Plus d'1 an de travail acharné pour nettoyer des millions de machines, une par une. Ce chiffre, à lui seul, il donne le vertige et montre bien l'étendue de la contamination. Alors, on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. Mais non. Même après ce grand nettoyage, le combat n'est pas terminé. Le ver, tel un zombie, continue de se propager. Et pendant ce temps, les enquêteurs commencent enfin à trouver des pistes, des indices sur les créateurs. La question qui brûle toutes les lèvres, c'est « mais qui est derrière tout ça ?» Ce qui est dingue, c'est ce qui s'est passé ensuite. Agent BTZ est entré dans une sorte de mode zombie. Même privé de son cerveau,
c'est-à-dire du serveur qui lui donnait des ordres, il a continué sa mission, bête et méchant, infecter de nouvelles machines, collecter des données et les stocker en attendant des instructions qui n'allaient plus jamais arriver. Un monstre sans tête, mais toujours aussi dangereux. C'est là que les enquêteurs ont commencé à relier les points, comme dans un film policier. D'abord, ils ont vu d'autres malwares, comme Red October, qui semblaient conçus spécifiquement pour retrouver et voler les données récoltées par agent BTZ. Ensuite, ils ont trouvé des similitudes de code avec d'autres armes numériques, comme Flame. Et puis, la quasi-certitude est venue avec un autre virus, Snake, qui portait carrément les mêmes empreintes digitales de code. C'était sûrement le même auteur. Et toutes ces pistes, elles menaient toutes dans la même direction, des groupes de hackers russes, très probablement liés au FSB. Toute cette attaque, aussi catastrophique fut-elle, a provoqué un véritable électrochoc. Elle a forcé les États-Unis à remettre en question toute leur stratégie de cyberdéfense. C'était un échec cuisant, oui, mais c'est le genre d'échec qui change la donne pour toujours. Le point clé à retenir, c'est que la crise n'était pas seulement due à la sophistication du virus. Le vrai problème, c'était l'incapacité totale de l'armée à gérer une menace de ce type. La structure de commandement était éclatée, chaotique, en un mot, inefficace. Du coup, la prise de conscience a entraîné un changement monumental. Avant l'incident, la cyberdéfense, c'était un peu le bazar, un ensemble de petites équipes dispersées et sans véritable coordination. Après, les États-Unis ont créé l'US Cyber Command, une nouvelle branche de l'armée, unifiée et entièrement dédiée au cyberespace, avec une double mission claire, défendre les réseaux américains et aussi mener des opérations offensives. Et au final, toute cette histoire nous laisse avec une question essentielle. On peut construire les murailles numériques les plus hautes, les défenses les plus sophistiquées du monde, mais si au bout de la chaîne il y a une personne fatiguée, qui, par habitude, insère une clé USB infectée, tout peut s'effondrer. Le facteur humain, c'est encore et toujours la plus grande force, mais aussi, et de loin, la plus grande faille de toute la cybersécurité.